Bien, bonjour à toutes et à tous. Je sais que nous sommes également en direct en ce moment sur la tribune. Pour l'ouverture de cette première table ronde, le thème choisi, les enjeux mondiaux de la transition énergétique. Ici en direct du Power Earth Summit 2024, une première édition qui a été lancée hier soir, ici même avec une salle chauffée à blanc, puisque nous avions ici Barack Obama qui a ouvert ce grand événement. Alors pour justement bien démarrer la journée, je vais vous demander des applaudissements pour nos intervenants. Alors je vais démarrer par présenter nos invités. Anne Lauvergeon ne vous présente plus, vous êtes une grande figure justement de cette transition énergétique. Vous avez été bien entendu la présidente d'Areva, vous avez travaillé sur la feuille de route stratégique de la France pour France 2030. Vous continuez à être beaucoup mobilisé aussi dans le monde économique et entrepreneurial. On aura l'occasion justement de dépeindre justement comment ce monde il a évolué, sachant que Barack Obama a rendu hommage à l'excellence du nucléaire français hier soir. Nous en reparlerons tout à l'heure. Elisabeth Moreno, bonjour. Merci d'être là. On vous a connu ancienne ministre du gouvernement du président Emmanuel Macron. Et là, on va vous connaître peut-être avec un visage moins connu du grand public parce que vous êtes d'abord une femme dirigeante. Vous avez eu, on va dire, un avant et vous avez un après la politique. Vous dirigez notamment, vous êtes la présidente du conseil d'administration d'un fonds d'investissement qui s'appelle Ring. On en parlera dans quelques instants, à la fois en Europe et plus récemment en Afrique. On a parlé aussi d'Afrique hier. On y reviendra dans quelques instants avec vous. Et puis merci, c'est vous qui avez la place de Barack Obama, Olivier Sichel. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Vous dirigez la Banque des territoires. Et je vais justement vous céder la parole tout d'abord à vous, Olivier. Vous étiez présent hier soir au premier rang. Qu'est-ce que vous avez retenu du président Obama qui a fait 2 mandats aux États-Unis? Et en plus, je sais que vous avez eu aussi, vous, une carrière avant d'être le patron de la Caisse des dépôts, puisque vous étiez aux États-Unis durant une bonne partie de votre carrière quand le président Obama était président des États-Unis. Oui, merci Jean-Christophe Tortora. C'était vraiment une intervention extrêmement inspirante parce que ce qui m'a frappé, c'est la conscience très très aiguë qu'avait le président Obama que la transformation écologique devait se négocier avec les enjeux de cohésion sociale. Il a été extrêmement clair sur la transformation écologique. Il a donné des exemples très concrets. Il a parlé donc du nucléaire et de l'exemplarité française. Mais il avait une conscience très très forte que la transformation écologique et la transformation énergétique qu'on allait conduire allait avoir des impacts sociaux très très forts, et notamment sur les plus démunis. Et qu'il fallait donc avoir des mécanismes de compensation, d'aide, d'accompagnement, de pédagogie vis-à-vis des plus démunis pour éviter d'avoir des phénomènes de blocage qui vont ralentir la transformation énergétique. Et je trouvais que c'était un très grand niveau de conscience que, certes, on savait ce qu'il faut faire. Et il l'a dit plusieurs fois en disant juste l'application des technologies qui existent déjà. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais dans la Silicon Valley chez Sofinova, on sait que c'est un président qui est très très proche de la technologie, qui sait de quoi il parle. Mais là, il a juste dit, si on met en œuvre déjà on fait 25% du chemin. Mais ce n'est pas ça la difficulté principale. La difficulté, c'est l'acceptation des populations et c'est de bien gérer les transferts que l'on va avoir. On le voit bien aujourd'hui en France, Christophe Tortora, avec la crise agricole, où on voit très bien vers où on veut emmener l'agriculture moderne et pourquoi il faut changer de modèle. La question, c'est le comment, et comment est-ce qu'on évite que les agriculteurs soient dans la rue et bloquent les routes. Et pour plein de sujets de transformation énergétique, de transformation écologique, on va avoir cette question-là. Peut-être un dernier mot, c'est vrai que dans ce qu'il a évoqué hier, il a eu bien sûr Barack Obama la gestion de la crise financière de 2008, qui a été suivi justement d'un grand plan d'investissement, notamment sur les infrastructures, sur la transition énergétique. Ça a été un choix politique. Quel est le bilan qu'on peut en tirer justement de ce qu'il a entrepris post-crise financière? Le bilan est très positif, hein. Il l'a dit, et puis il intègre quand même un président démocrate, donc c'est très marqué par
le New Deal, après la crise de 29, après le grand président qui a été Roosevelt, qui a lancé énormément d'investissements, déjà dans les infrastructures. On se souvient du barrage de Hoover, le Hoover Dam, et de toute la relance par les investissements. Donc on a eu cette phase-là, post-crise. On sent bien d'ailleurs qu'il a été marqué par la crise. Quand on parle de la crise de 2008, il l'a dit, à quel point la crise était violente et qu'il y avait eu des faillites et qu'on aurait pu vraiment avoir une catastrophe comme The Great Depression en 29. Et donc il a fait une relance par l'investissement. On en voit d'ailleurs les conséquences avec le plan Biden d'IRA, et on voit une Amérique qui se développe très très fortement par les infrastructures, par la relance de l'investissement, par l'innovation. Donc je pense que c'est un modèle intéressant à suivre. Pour autant, et ça je ne suis pas sûr que les États-Unis soient à la pointe du sujet, qu'on gère les impacts sociaux, parce que sinon avoir une société fracturée, une société bloquée, et on a eu quelques échanges assez aigre-doux sur le successeur de Barack Obama et ses potentiels retours, et on voit bien si on suit les sondages que ce n'est pas du tout forcément la ligne de Barack Obama démocrate qui va l'emporter cette année aux élections américaines. On aura l'occasion de reparler de ça. Tout à l'heure, David Jazz, qui est l'auteur de La Révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. On en parlera avec lui tout à l'heure. Olivier, on va bien entendu, tout à l'heure, on reviendra aussi avec vous, puisque ce qu'on s'est dit ce matin pour ouvrir ce sommet, c'est bien entendu de parler plutôt, on va partir du monde, et puis, ne vous inquiétez pas Olivier, on va bien sûr on parlera des territoires en France qui sont au cœur de cette transition énergétique. Bien, Anne Lauvergeon, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes une des femmes les plus référentes dans le secteur de l'énergie, on a souvent dit. Les unes des journaux disaient la femme la plus puissante du monde de l'énergie. Peut-être, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de temps au moment où vous étiez présidente d'Areva, avec l'incarnation de porter l'industrie, une industrie de l'excellence. Le président des États-Unis l'a dit, il est revenu quelques minutes disant tout le bien, voilà, qu'il pensait de la filière. Alors certes, avec quelquefois ces difficultés d'acceptabilité. Comment vous voyez-vous le monde d'aujourd'hui, qui est bien entendu dans une période très compliquée, très fragmentée, avec bien sûr le poids de la géopolitique et des tensions que nous connaissons avec la Russie, avec bien sûr les États-Unis et la Chine. Votre vision du monde d'aujourd'hui par rapport à celui lorsque vous étiez la présidente d'Areva? Merci beaucoup Jean-Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être là ce matin. Je crois que dans votre question, alors le président Obama a effectivement une très bonne opinion du nucléaire français. Il en a tellement une bonne opinion d'ailleurs qu'on avait passé un accord au terme duquel on faisait une usine, la petite sœur de George Best II, qui est installée dans le Tricastin, d'enrichissement aux États-Unis pour desservir les États-Unis. Et c'était la première fois qu'une entreprise étrangère avait droit à cette aide. On avait 2 milliards de dollars d'investissement américain dans l'usine. On avait l'usine payée. Et puis il y a eu Fukushima. J'ai quitté Areva et une autre politique a été mise en place, c'est-à-dire on va se restreindre, on a fait partir des milliers de personnes, de compétences. On a coupé en deux Areva et on est donc dans une situation très différente. Mais je pense que Barack Obama garde cette image où effectivement Areva était aussi devenu numéro 1 aux États-Unis devant ses collègues américains. Alors, si on fait un grand panorama, et je vais totalement sortir du nucléaire parce que ça n'est qu'une partie de l'histoire, d'abord revenir au fait que l'énergie, ça a toujours été une affaire de révolution. Alors on peut revenir à la révolution zéro. Alors à chaque fois, chaque révolution, elle est marquée, et c'est peut-être la différence avec la révolution que nous vivons aujourd'hui, elle est marquée par une matière première et une technologie. Ou 2 matières premières, 2 technologies. Vous prenez la révolution zéro, c'est le bois, le feu. Ça change complètement la vie de nos ancêtres. C'est aussi la voile et le vent. C'est la possibilité, effectivement, de bouger, mais aussi les moulins, etc. La première révolution énergétique, c'est le tournant du XVIIIe siècle, c'est la machine à vapeur et le charbon. Et ça va profondément modifier toutes nos sociétés. C'est l'industrialisation, c'est l'exode rural, c'est la syndicalisation, c'est le communisme, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est une modification profonde des sociétés. Mais ça n'est que pour une partie du monde. La deuxième révolution énergétique, c'est le pétrole et le moteur et l'électricité. Ça apparaît, l'utilisation globale apparaît à peu près en même temps.
et bien sûr les data. Je dirais l'électricité, c'est aussi l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Ça a fait la mondialisation. Ça a fait aussi une forme de développement, de croissance collective qu'on a rarement connue. Alors, à chaque fois qu'on est arrivé à une nouvelle révolution, comme on dit, l'âge de pierre, c'est pas terminé, faute de pierre, c'est parce qu'à chaque fois, on a trouvé mieux. Le charbon, c'était beaucoup mieux que le bois, etc., etc. Alors, moi, j'ai commis un livre en 2008 qui s'appelait « La troisième révolution énergétique ». Alors, j'étais peut-être un petit peu en avance de phase à l'époque, mais j'étais absolument persuadée, et je suis toujours persuadée, que nous sommes non pas dans une transition, mais dans une révolution. Alors, cette révolution, là où elle est complexe et là où on a du mal à la saisir, c'est qu'elle est multiproduit, multitechnologie, et il y a une forme d'explosion. Alors par contre, je reprends le titre, la révolution obligée. Nous sommes obligés à la décarbonation. Nous sommes obligés aussi de revoir toutes nos problématiques de souveraineté. Alors si on fait un rapide tour du monde, les grands ensembles sont obsédés par l'énergie depuis toujours. Vous prenez la politique extérieure des États-Unis, la politique intérieure, la politique extérieure, toute la politique au Moyen-Orient est liée à l'accès au pétrole. Et elle a d'ailleurs profondément changé depuis qu'ils ont le gaz de schiste et le pétrole de schiste, et donc qu'ils sont autosuffisants. Vous avez la Chine, vous regardez, vous faites le suivi des voyages d'un Premier ministre ou d'un président chinois, il va faire tous les pays qui ont des hydrocarbures et des matières premières. Matières premières, sujet aussi très important. La Russie pense énergie de A à Z. L'Inde, vous prenez l'Europe, alors là on est dans un paradoxe, c'est le paradoxe européen. Alors vous prenez historiquement les débuts de l'Europe, c'est une construction sur l'énergie. C'est deux traités très importants, la CECA, le charbon et l'acier, et c'est Euratom, comment on va faire du nucléaire. Et puis après, ça s'est perdu. Et 27 pays européens, 27 politiques énergétiques, qui sont, dans un certain nombre de cas d'ailleurs, assez diamétralement opposées. Une Commission européenne qui ne s'est saisie du problème énergétique qu'à travers le changement climatique, et la concurrence. Alors la concurrence, en faisant un parallèle entre l'industrie des télécoms, qui a été effectivement passée au crible au début des années 2000, et l'énergie, deux sujets qui sont quand même, j'ai été dans les télécoms, assez radicalement différents. Donc les raisonnements de la Commission sont tombés un peu à côté. Alors on a connu la crise en Ukraine, que l'on sait. Alors je suis assez persuadée que la Russie ne s'attendait pas du tout à ces sanctions sur le gaz russe après l'invasion en Ukraine. Pourquoi ? Parce que du temps de l'URSS, ou après avec la Russie, il y a eu énormément de tensions entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu énormément de sanctions, de rétorsions, etc. Il y avait deux tabous auxquels ils n'étaient jamais touchés, les hydrocarbures, les céréales. On n'a pas touché aux céréales, mais il y a eu l'arrêt du gaz russe. Et là, le modèle allemand, qui était considéré comme le modèle de référence en Europe, modèle allemand, les renouvelables devant, le charbon, la lignite, pas très loin derrière, ça tout le monde le voyait, et surtout le gaz russe, qui était soigneusement omis, eh bien, quelque part, a explosé. Et avec ça, les certitudes sur le sujet, et j'arriverai, je pense, manque de chance, c'est arrivé en même temps que les difficultés fortes du parc nucléaire d'EDF, difficultés qui sont tout de même, on peut y revenir, un parc nucléaire qui n'est pas aujourd'hui géré dans les top parcs nucléaires mondiaux. Il fonctionne en moyenne à 65% du temps, hors fissure, là où, par exemple, les Américains sont à 92%. Donc, on a un vrai décalage. Donc, on s'est réveillé la gueule de bois avec un hiver où on s'est dit « aura-t-on assez d'électricité ?» Des prix stratosphériques. Pour toute l'Europe, une perte de compétitivité pour les entreprises et, je dirais, pour les différents acteurs européens, une nouvelle interrogation, au-delà de toute l'atmosphère révolutionnaire dans laquelle on est,
qui est: est-ce que je peux faire confiance aux grands énergéticiens, ou est-ce que je ne dois pas moi-même, alors quand je dis moi-même, c'est bien sûr les individus, mais encore plus les collectivités locales, les industriels, les entreprises, est-ce que je n'ai pas intérêt à développer mes propres moyens de production pour pouvoir, je dirais, faire baisser mon prix de revient? Pour vous, c'est l'Europe qui a failli, c'est-à-dire qu'on a été un peu naïf. Et on va parler de la souveraineté énergétique qui passe aussi par les territoires, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reparle de souveraineté énergétique. Vous avez considéré qu'on a été un peu des mondialistes, un peu béats, en pensant que finalement les conflits ne reviendraient pas sur la table avec la Russie, etc. C'était difficile de le prévoir, mais si on, de manière très courte, qu'est-ce qui n'a pas marché ? S'il n'a pas marché, c'est que, et Dieu sait pourtant si on était... Et après, on va parler de ce qui marche et comment on va relancer tout ça. Si on était quelques-uns à essayer de tirer la sonnette d'alarme, il y a deux sujets. Hein. Il y a l'énergie et j'ai cité le mot matière première. L'Europe est aveugle aux matières premières, alors que c'est un sujet mondialement... Alors, je dirais les matières premières, il y a un rapport aussi avec l'énergie. Quand on parle de stockage, quand on parle de batterie, alors maintenant on dit on va faire des méga-usines de batteries en Europe. Bah oui, mais avec quelles matières premières? On ne remplit pas ça avec du sable. Donc l'absence de clairvoyance sur ces sujets a été incroyable. Alors il y a eu quelques exceptions européennes. Loyola de Palacio au début des années 2000 qui a compris le sujet. Et puis alors, au-delà de la naïveté ou du manque de clairvoyance, il y a eu l'idéologie. C'est-à-dire, il y avait les bonnes énergies et les mauvaises énergies, les bons renouvelables, le mauvais nucléaire. Ah ben, le nucléaire ne fait pas de CO2, mais on s'en fiche. C'est pas bon. Les batailles qui ont dû être menées pour faire accepter que le nucléaire faisait partie du mix énergétique, c'est quand même effarant. Donc on a perdu énormément de temps et on continue à perdre du temps. Alors je prends un exemple. Les États-Unis ont décidé de manière extrêmement intelligente, alors tout le monde a hurlé en disant mais c'est une distorsion de la concurrence. Oui, sans aucun doute, mais une distorsion qui fonctionne. Avec l'IRA, ils ont trouvé une méthode de subvention de la décarbonation qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait en Europe en face de ça? J'entends. Voilà. On va y revenir, Anne Lauvergeon, justement sur l'avenir, mais merci en tous les cas d'avoir dressé cette situation à la fois européenne dans le monde, parce que bien entendu, on est là d'abord pour parler de cette vision mondialisée qui a été d'abord partagée hier par le président Obama, mais c'était bien de revenir un petit peu que quand les Européens ont eu la gueule de bois, ce qui s'est passé au fur des années précédentes. Alors, si je peux me permettre, Jean-Christophe, je rajoute un élément qui est quand même très ennuyeux, c'est notre absence de politique étrangère commune. Quand nous avons eu ces grandes angoisses il y a 2 hivers, aura-t-on assez d'énergie? On est allé en ordre dispersé, et le président, les chanceliers, etc., aller voir les Qataris, aller voir les différents pays gaziers, à qui on avait dit auparavant d'ailleurs que dans les COP, etc., le gaz c'était fini et tout ça ne nous intéressait plus. On est allé en ordre dispersé leur demander de suppléer à nos besoins. Donc la nécessité aussi d'approcher de manière coordonnée, d'avoir une politique européenne dans ces domaines est absolument indispensable, sauf à être un peu ridicule et finalement payer beaucoup plus cher, ce n'est pas le but. Merci. En tout cas, merci à David Jess de nous rejoindre. Il avait un problème de vélo électrique ce matin, ça peut arriver. Elisabeth, on va parler aussi dans cette révolution. Alors ça y est, déjà on a fait la promotion du livre, parce qu'on a parlé, Anne Lauvergeon a dit que ce n'était pas une transition énergétique, mais une révolution énergétique. Et du coup, on a dit même que c'était une révolution obligée. Voilà. Elisabeth Moreno, vous, je disais tout à l'heure, vous présidez un fonds d'investissement qui s'appelle Ring, qui est un fonds à impact positif et environnemental, à la fois sur le continent européen et sur le continent africain, parce qu'on va parler du rôle aujourd'hui de la finance dans cette transition énergétique. Il y a beaucoup d'acteurs financiers, il y a des banquiers, il y a ceux qui la financent. Justement, dans cette révolution aujourd'hui, vous, quand vous regardez les projets, puisqu'on vient beaucoup vous solliciter sur des projets en Europe ou en Afrique, c'est quoi aujourd'hui les critères
d'un fonds d'investissement sur souvent des enjeux et des investissements qui nécessitent beaucoup de temps. C'est quoi la logique, justement, le rapport au temps entre la finance et une révolution obligée, mais une révolution dont on dit qu'elle est rapide, mais qui nécessite beaucoup d'investissements et beaucoup de capitaux? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis également tout à fait ravie d'être là. Je vais, si vous le voulez bien, Jean-Christophe, repartir de cette révolution. Je vais repartir de cette révolution parce que Anne Lauvergeon a très bien décrit la manière dont les transformations sociétales se font. Et je crois qu'effectivement, ça a été dit par le président Obama hier, et Anne Lauvergeon l'a redit ce matin, on est en train de rentrer dans une nouvelle révolution, et c'est une révolution civilisationnelle. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde des technologies. Et cette 4e révolution industrielle, quand elle est arrivée, j'étais enchantée parce que, connaissant bien le continent africain, on a raté la 1re, la 2e et la 3e révolution. Et je me disais, on va faire une sorte de leapfrog avec cette nouvelle révolution industrielle. Et elle va, peut-être que le continent africain n'avait pas les moyens de construire des machines à vapeur, là, mais cette 4e révolution industrielle, elle est plus accessible à tous. Je pense que si je demandais aux personnes de cette salle pourquoi elles sont probablement là parce qu'elles sont des expertes, parce qu'elles sont intéressées par le sujet et parce qu'elles ont envie de voir comment elles vont progresser et avancer sur cette thématique. Le problème, c'est que quand on parle de révolution et qu'on laisse sur le bas-côté une très grande partie, si vous ne parlez qu'avec les sachants, si vous ne parlez qu'avec les experts, si nous n'assumons pas collectivement ce devoir que nous avons d'embarquer l'ensemble de l'écosystème, parce qu'on est un écosystème vivant, si vous n'impliquez pas les politiques publiques, les entreprises, les citoyens, les associations, si nous ne faisons pas un travail de formation, d'éducation, de sensibilisation, de pédagogie, vous avez une très grande partie des Français aujourd'hui qui est sans être sceptique sur cette nécessité de transition et de révolution, qui vous diront « mais oui, mais moi je ne sais pas quel est mon rôle là-dedans. Je ne sais pas quelle est la partie du travail que je dois faire. » Vous prenez les paysans, ils vont vous dire « bah oui, moi je veux bien rentrer dans cette peut-être 5e révolution, mais d'abord, il faut que je mange, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que j'ai un toit sur la tête, il faut que je puisse vivre dignement. » Et on ne peut pas prendre ces thématiques qui concernent l'ensemble de la population et ne laisser que les experts en parler sans embarquer l'ensemble de cet écosystème vivant dans lequel nous vivons. Donc cette responsabilisation globale, moi aujourd'hui, je ne la vois pas. Ensuite, vous avez parlé de ce que nous faisons chez Ring Capital. Je pense que quand Geoffroy Bragadir et Nicolas Sellier ont créé Ring Capital, ils avaient cette conviction que dans toutes les révolutions, on a besoin des entrepreneurs. Parce que ce sont eux qui créent et qui innovent. Peut-être que les politiques publiques vont donner la tonalité, peut-être que les private equity, les venture capital vont apporter l'argent nécessaire, mais ceux qui font, ceux qui mettent la main dans le cambouis, ce sont bien les entrepreneurs. Et c'est pour ça que je vous parle d'un écosystème. Et c'est pour ça que je vous parle d'une responsabilité collective. Et donc, Ring Capital, nous avons décidé, en tout cas avant que je n'arrive, parce que moi je les ai rejoints il y a 1 an, que ceux qui inventent, ceux qui innovent, ceux qui créent, à l'instar des grands groupes comme ceux que Anne Lauvergeon a pu diriger, eh bien, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de capitaux. Et si vous ne dirigez pas les capitaux vers les besoins vertueux, parce qu'on est dans une transformation vertueuse, eh bien, ils ne peuvent pas créer et construire. Vous savez, moi j'ai eu la chance de porter l'un des ministères les plus beaux qui soient, ceux qui prenaient en considération les inégalités faites aux femmes, aux personnes les plus vulnérables, etc., etc. L'un des premiers sujets que la plupart d'entre eux évoquaient, après les violences qu'ils pouvaient subir, eh bien, c'est le manque de moyens financiers pour se réaliser. Il ne manque ni d'idées, ni de volonté,
ni d'ambition, ni de projet, mais on ne leur fait pas confiance. Parce qu'on va d'abord faire confiance à ceux qui savent, à ceux qui sont les experts, potentiellement à ceux qui ont déjà de l'argent. Vous savez, quand on dit on ne prête qu'aux riches. Et donc, Ring Capital aujourd'hui prête ou lève des fonds pour les startups qui créent, qui innovent, qui inventent, pour que nous ayons une société dans laquelle, eh bien, la manière de créer et d'inventer aujourd'hui soit fondamentalement tournée vers comment on consomme, comment on crée, comment en tant qu'individu et en tant que collectivité, on va faire en sorte de moins épuiser nos ressources naturelles qui ne sont pas extensibles à l'infini. Voilà ce que fait Ring Capital aujourd'hui. Merci Elisabeth Moreno. Peut-être un mot, parce que tout à l'heure vous évoquiez les inégalités. Sur le continent africain, quelquefois on va dire les exigences demandées par les pays on va dire très développés aujourd'hui sur la nécessité de décarboner, c'est pas toujours bien perçu justement on va en parler parce que ça pose un certain nombre de sujets sur les inégalités en matière de contraintes et de développement. Comment vous percevez justement cette équation, c'est-à-dire aujourd'hui l'Afrique elle a droit aussi à se développer, avec souvent des émissions qui ont été plutôt émises par les pays du Nord. Et là, on est vraiment dans une diplomatie à l'échelle internationale et des sujets qui sont très, très difficiles à régler. Alors, on ne va pas les régler ici au Power Earth en 2 minutes, mais voilà votre vision du sujet, puisque vous venez de lancer également un fonds africain qui va, je l'espère, accompagner aussi des projets énergétiques sur ce magnifique continent. Mais c'est un sujet extrêmement important parce que le continent africain est celui qui pollue le moins dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité que de demander à un continent qui est en grande difficulté, de lui demander de contribuer à la hauteur des pays qui polluent le plus et qui sont les plus résistants à signer les chartes globales qui impactent la planète. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Et il faut mettre un peu de bon sens dans ces transformations, dans ces transitions dont on parle. On parle d'un continent qui est au début de son développement, même si c'est l'un des continents qui croît le plus sur cette dernière décennie. Mais si vous prenez la pyramide de Maslow, vous savez bien que avant de se réaliser, il faut déjà répondre à nos besoins physiologiques. Or, il se trouve que sur le continent, les besoins les plus fondamentaux aujourd'hui ne sont pas encore résolus. On a besoin de minéraux rares qui sont sur le continent africain. Je vais penser au Congo là, mais vous avez encore des milliers d'enfants au Congo qui s'éclairent à la bougie pour faire leurs devoirs. Et donc ce continent n'aspire qu'à une chose, c'est se développer au même titre que les pays occidentaux se sont développés, parce qu'ils ont bien compris que cette immigration à laquelle les Africains ont souvent recours pour pouvoir sortir de la misère, de la pauvreté, des conflits, etc. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc ils ont bien compris qu'il fallait trouver des solutions locales pour pouvoir répondre aux besoins de leur population. Et ces solutions locales, elles passent par le développement économique et industriel. Et on leur dit, oui, vous êtes gentils, mais vous n'allez pas vous développer économiquement et industriellement comme les pays occidentaux, parce que comme nous on l'a fait et qu'on a vu que ça pollue la planète, eh ben vous allez faire autrement. Mais tout ça, ça demande une somme faramineuse. La transition énergétique a un coût colossal. Les personnes qui ont intérêt à faire en sorte que cette transition se passe ont des conflits d'intérêts dont il ne faut pas négliger l'importance. Et c'est pour ça que je vous dis que tant qu'on ne fera pas les choses de manière globale et qu'elles ne seront pas inclusives et qu'on n'accompagnera pas économiquement, humainement cette transition énergétique, ce sera juste un vœu pieux. Merci Elisabeth Moreno. Ça va être une parfaite transition pour David Djez. Merci David. Vous êtes essayiste, enseignant, entrepreneur maintenant. Bon. En tout cas, un excellent livre, je disais tout à l'heure, La Révolution obligée, qui vient de sortir. Presque vous l'avez sorti pour cet événement, quoi. Merci. C'était le but. Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Ça tombe bien parce qu'on a démarré, on a dit on va d'abord parler du monde et après on va parler de la France et des territoires. Alors,
quelques instants sur le monde de David. Tout à l'heure, Anne Lauvergeon a dépeint un peu une situation voilà, qui était une situation, on va dire, réaliste, malheureusement de l'évolution dans laquelle s'est trouvée l'Europe, qui peut-être n'a pas suffisamment pensé sa souveraineté énergétique. Et quelquefois, même depuis l'Europe, on a peut-être une curieuse idée de penser que les États-Unis, la Chine, peut-être ne sont pas actifs sur les enjeux de la transition énergétique, écologique, pensant que finalement on a toujours un peu d'une certaine image, peut-être des Texans qui s'en foutent ou qui n'investissent pas. Et pourtant, dans votre livre, vous faites un long chapitre sur ce qu'entreprend la Chine, ce qu'entreprend les États-Unis. Et moi, j'aimerais, en quelques minutes bien concises, qu'on sorte un petit peu de notre peut-être égocentricité habituelle, nous, Français, Européens, peut-être de dire ce que sont en train de faire les États-Unis et la Chine, et peut-être qu'il faut encore plus accélérer et se réveiller. Merci. Alors effectivement, peut-être faudrait-il commencer par la Chine, parce que l'histoire évolue, et c'est la Chine qui est à l'initiative. Ça a commencé à la fin des années 2000 avec la filière photovoltaïque. Vous vous rappelez qu'en Europe, on avait mis en place des systèmes d'aide plutôt à la demande, pour soutenir les ménages, des aides à l'installation de panneaux électriques, des tarifs d'achat subventionnés pour les gens qui faisaient du photovoltaïque sur leur toit, et que quand la crise des dettes fut venue, on a progressivement retiré ces soutiens parce qu'on se rendait compte que c'était une dérive de finances publiques qui n'en valait pas la peine. Et dans le même temps, les Chinois, ils ont privilégié une politique industrielle beaucoup plus classique, verticale. Ils ont soutenu les producteurs de manière massive, sans scrupule. Et quand l'Europe pesait, au milieu des années 2000, 30% du marché photovoltaïque, je rappelle que la première usine photovoltaïque, elle est installée à Bourgoin-Jallieu. Quand l'Europe pesait 30% du marché photovoltaïque, à la fin des années 2010, elle était complètement plumée. Elle ne représentait plus que 3% du marché photovoltaïque. Et donc, la Chine a fait du photovoltaïque le laboratoire de cette nouvelle révolution industrielle. Et nous, avec mon co-auteur, qui est géographe, qui connaît bien ces questions, on parle de la Chine comme de l'atelier écologique du monde. C'est-à-dire, autant c'est un pays qui reste profondément pollueur, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, il y a encore d'énormes problèmes de pollution de l'air, même s'il progresse, 42% de réduction de la pollution de l'air dans les grandes agglomérations en 10 ans. En France, malgré toutes les politiques audacieuses pratiquées par Anne Hidalgo, on n'a pas atteint ces taux de réduction dans le même délai. Simplement, ils ont une puissance industrielle qu'on voit se développer sur plusieurs filières. Donc on le voit sur les batteries électriques, avec de l'innovation, la masse volumique des batteries s'améliore à une vitesse incroyable. Ils sont, parce qu'on dit souvent la guerre des métaux rares, de moins en moins dépendants en réalité du lithium et du cobalt pour fabriquer leurs batteries électriques. Le vrai métal qui va être un métal précieux et prisé, c'est le cuivre en réalité. Le cobalt et le lithium, ça va bientôt presque sortir du paysage. Donc on a aussi sur ça, d'une certaine manière, un train de retard. Et puis, ils sont en train d'essayer de progresser sur les voitures électriques. Je rappelle qu'à la fin de l'année 2023, le constructeur automobile qui a vendu le plus de voitures électriques dans le monde, Chine et reste du monde, c'est pas Tesla dont on parle matin, midi et soir, mais c'est le chinois BYD avec ses citadines là à 25 000 €. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'ils ont réussi à faire au moment de leur inscription dans le commerce international avec les frigidaires, les micro-ondes et les téléviseurs, ils sont également en train de le faire avec les panneaux photovoltaïques, les batteries électriques, les voitures électriques et peut-être les pompes à chaleur. Et les Chinois, comme les Américains, ont une approche de la décarbonation assez pragmatique, c'est-à-dire qu'ils la lient d'abord à une question de puissance industrielle. Pour les Chinois, c'est maîtriser les chaînes d'approvisionnement et les technologies critiques. Les technologies critiques sont liées à la décarbonation. C'est être au cœur de la révolution énergétique qui se joue aujourd'hui dans le monde. Et puis, s'agissant des Américains, la réplique est venue tardivement, donc c'est intéressant de voir que l'histoire se renverse un peu, c'est-à-dire que les Américains répondent aux Chinois après l'élection de Joe Biden avec la mise en place d'une série de textes absolument structurants qui n'y sont pas pour rien d'ailleurs dans l'éclatant succès macroéconomique des États-Unis. Je
tiens quand même à préciser que l'Europe est en train de s'effondrer sur le plan de la productivité et de la production, alors que les États-Unis sont vraiment sur la pente ascendante, et que les textes qui ont été passés, que ce soit le Bipartisan Infrastructure Act ou le Inflation Reduction Act, n'y sont pas pour rien. Et s'agissant de ce dernier texte, l'enjeu, c'est de subventionner massivement la production d'énergie renouvelable, la production d'équipements écologiques comme les pompes à chaleur, les batteries électriques. Alors c'est ouvertement protectionniste par ailleurs, parce que quand vous voulez acheter une voiture électrique ou une batterie électrique, il faut qu'il y ait une part de Made in USA qui soit conséquente, ce qui finit par poser des problèmes d'ailleurs, parce que tout ne peut pas être Made in USA s'agissant des batteries électriques. Mais c'est un plan extrêmement puissant, et on voit surgir comme des champignons dans toutes ces zones désindustrialisées, dans l'Ohio, dans le Michigan, dans l'Indiana, des gigafactories avec des investissements de 4, de 5, de 6 milliards. Stellantis, qui est quand même en partie français, même si le groupe grossit, a mis 6,2 milliards d'euros dans un projet dans l'Indiana. Je n'ai pas souvenir que Stellantis ait mis 6,2 milliards d'euros dans un projet en Europe récemment. Alors ce serait injuste de dire que l'Europe ne fait rien, parce qu'on voit qu'il se passe des choses. Oui, alors justement, ça c'est, si vous achetez son livre, il y aura ensuite le chapitre sur le pacte vert européen. C'était ma question justement, David, c'est-à-dire, une fois que vous avez dressé cette situation où on voit que quand même on est face à des super compétiteurs, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Comment vous la jugez par rapport au pacte vert européen qui a été lancé par la présidente de la Commission européenne, et en quoi, j'allais dire, ici, vous avez des consommateurs, des entrepreneurs, en quoi l'Europe a eu un impact positif aujourd'hui sur cette relance de la transition énergétique? Bon, d'abord, l'Europe, c'est le continent qui a fait le travail le plus formidable sur le climat. Malgré tout, entre 1990 et aujourd'hui, on a baissé presque de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. Ni les Américains, ni les Chinois n'y sont, même si ça pourrait aller très vite. Ensuite, le pacte vert, c'est une cathédrale. On a d'ailleurs reconstitué tous les textes, c'était pas facile, c'était de l'archéologie administrative. C'est une cathédrale, mais le problème de cette cathédrale, c'est que c'est une cathédrale essentiellement normative, c'est-à-dire on a beaucoup de règlements, beaucoup de directives, beaucoup d'obligations, de normes, de contraintes. C'est sans doute très bien parce que ça fixe des standards, et d'ailleurs les normes ne sont pas forcément les ennemis de l'innovation. Quand on a mis en place les normes sur les LED, ça a été un formidable accélérateur d'innovation en matière d'éclairage. Je suis persuadé que la fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035 va être un accélérateur du déploiement du véhicule électrique et des innovations qui sont liées au véhicule électrique. Simplement, on ne peut pas avoir juste des normes. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle a une politique industrielle beaucoup trop timide. Ça s'explique pour plein de raisons. D'abord, ça s'explique parce qu'il y a une culture en Europe de la concurrence libre et non faussée qui fait qu'on a parfois un mauvais souvenir des politiques de champions industriels des années 60 et 70, qu'on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, donc on est très timoré là-dessus. On a un gros problème de finances publiques qui n'a échappé à personne. Alors les Américains, ils ont un niveau d'endettement qui est considérable, mais ils ont un truc très pratique qui s'appelle le dollar. Et donc, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et puis les Chinois, c'est pareil, ils subventionnent à fond perdu et ils ont de l'avance budgétaire. Et puis, on a un appareil institutionnel européen qui est très orienté client, si j'ose dire, très orienté consommateur et pas assez orienté producteur, qui est très orienté normes et pas assez orienté investissement. Même si on additionne tous les investissements, pour le climat en Europe, on arrive à peu près en part de PIB au même montant qu'aux États-Unis, sauf que c'est éparpillé, c'est saupoudré parce qu'on ne veut pas favoriser de géants ou de champions, c'est bureaucratique. C'est très très long d'obtenir des subventions, il y a trop de guichets, il y a trop de tuyauterie. Même sur certains tuyaux de France 2030, c'est parfois très très compliqué. Pour avoir quelques millions d'euros, il faut remplir des formulaires, il y a des cahiers des charges. Donc tout ça est un peu trop compliqué. Et donc nous, ce que nous proposons dans le livre, ce que nous disons, c'est qu'en gros, et là c'est là que je voudrais attirer un peu l'attention des investisseurs et des entrepreneurs qui sont dans cette salle, c'est que ces élections européennes sont cruciales. On a beaucoup parlé des élections américaines. Tout le monde sait que elles peuvent changer la face du monde. Je crois
que pour une fois, ces élections européennes sont d'une importance capitale. Et aujourd'hui, dans le débat autour de ces questions industrielles et climatiques, on a deux positions également stériles qui s'affrontent. Les partisans du statu quo qui considèrent que, bon voilà, au fond, le navire est à la mer et l'Europe doit continuer son œuvre réglementaire dans l'indifférence générale, quitte à provoquer les colères qu'on a vues ces dernières semaines et qui vont s'amplifier si on ne fait rien. Et puis en face, on a des gens qui sont un peu opportunistes, un peu populistes, qui se disent on va détricoter ce truc parce que ça fait du mal au peuple, et puis après tout, l'Europe, c'est pas le continent qui pollue le plus, et puis les Chinois, etc., etc. Et en fait, il manque un discours, et je pense que le monde industriel, je l'ai encore dit hier à Patrick Martin au MEDEF, doit se faire entendre là-dessus, c'est qu'il faut conjuguer compétitivité industrielle et transition énergétique. Si nous ne sommes pas dans la révolution écologique et énergétique, nous allons tout simplement sortir du jeu. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? C'est de maîtriser les nouvelles sources d'énergie. Si nous sommes absents de ces nouvelles sources d'énergie, de leur production, des chaînes d'approvisionnement, et derrière de tout le système d'innovation industrielle qui en découle, eh bien, nous allons nous déclasser. Donc la transition climatique, c'est évidemment un impératif de survie collective, et de bien-être collectif, mais c'est aussi un impératif géopolitique et un impératif de souveraineté. Et ça, c'est un discours que malheureusement, on n'entend pas souvent en Europe. Bon, merci David Jez. Il était en retard, mais finalement, il était à l'heure sur ses propos et ses convictions. Olivier Sichel, justement, on va rentrer maintenant. On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on a parlé à l'instant de l'Europe. Eh bien, dans tout ça, les territoires et le rôle justement de la Caisse des dépôts, dans ce contexte-là, tout d'abord, vous connaissez bien nos territoires, chaque jour vous déplacez avec vos équipes de la Caisse des dépôts, dont la mission justement, c'est aussi une mission d'intérêt général, je rappelle. Dans la complexité de ce monde, comment on peut rendre les choses simples en matière de transition énergétique, et j'ai envie de dire presque on entend le mot de plus en plus de souveraineté régionale. Est-ce qu'aujourd'hui, on croit un modèle? On a vu dans tout un tas de territoires se développer des logiques industrielles d'autonomie énergétique. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait passé d'un monde global à un monde local? Alors vous avez raison, Jean-Christophe, et moi je prends vraiment la recommandation que faisait hier soir ce même siège Barack Obama. À un moment, il disait il faudrait prendre 20 milliards, mais être très concret et les appliquer. Alors, nous, au niveau de la Banque des territoires, c'est 40 milliards qu'on a décidé de mettre au travail sur la transition écologique sur les 4 prochaines années. Et donc en souveraineté énergétique, on représente à date 20% de la capacité additionnelle d'énergie nouvelle renouvelable en France. C'est-à-dire que chaque année, quand on dépense 5 € pour faire des éoliennes, pour faire du photovoltaïque, pour faire de la géothermie, pour faire de l'hydraulique, il y a 1 € qui est investi par la Banque des territoires. Et au total, ça représente à peu près 10 gigawatts. Alors que je pense qu'il n'y a que Anne Lauvergeon qui doit être capable de voir ce que représente 10 gigawatts. Ça représente à peu près la consommation énergétique de 9 millions de foyers français. C'est pas neutre. Et ce qu'on voit dans toutes ces énergies nouvelles renouvelables qu'on installe, il faut un temps d'acceptation. Et le temps d'acceptation, les gens aiment bien les éoliennes, mais pas chez eux. Les gens aiment bien les photovoltaïques, mais pas partout. On est en train de réfléchir à faire un nouveau barrage sur le Rhône, et il y a des gens qui s'inquiètent pour 3 crapauds et 2 truites qui ne vont pas pouvoir passer exactement. Bon, l'énergie hydraulique, c'est quand même l'énergie la plus verte possible. Votre Rhône, il coule, et puis il fait tourner la turbine, et vous faites de l'énergie sans trop dégrader le territoire. Le sujet, c'est vraiment l'acceptation. Et donc, il faut raisonner très, très local, et il faut impliquer les élus, les politiques, pour négocier, oui, les éoliennes, mais à tel endroit, pas attention de tel chemin. Moi, je suis très, très proche du terrain. La dernière fois, j'étais en Lozère, et il y avait un problème, parce que l'éolienne, pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde en Lozère, était trop proche du chemin de ski de fond, et ça pouvait poser un risque de glaçons qui tombaient de l'éolienne sur les skieurs du fond de la Lozère. Il n'y a pas beaucoup de neige en Lozère, mais il faut écouter, il faut traiter ces sujets-là si on veut que ça aille vite. Et en pratique, ça marche assez bien. On a vraiment une décarbonation de la production d'énergie nouvelle renouvelable. Donc le local. Il faut aussi rester très confiant, je trouve, dans la pédagogie, dans les approches scientifiques. Et on est très très bon en France. Moi, je pense que
Jean-Marc Jancovici a fait énormément pour réhabiliter le nucléaire en France. Et avec sa BD, avec son explication de ce que c'était le nucléaire, on a pu reforger un consensus qui s'était délité, Anne Lauvergeon l'avait bien vu, sur le nucléaire après Fukushima. On est en train de le reconstruire à tel point qu'on va reconstruire des centrales nucléaires en France et des EPR. Et j'espère que là aussi, on suivra la recommandation de Barack Obama, qui nous a fait un tableau idyllique hier en disant ce qui était génial dans le nucléaire français, c'est que vous avez fait un modèle et vous l'avez répliqué plusieurs fois, et donc vous avez gagné sur ça, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Donc j'espère que là, les 6 EPR, on en fera un bien, et puis qu'on le répliquera. Et d'ailleurs, il se peut que la Caisse des dépôts, avec le livret A, finance ce nouveau nucléaire. Mais il y a aussi toute l'énergie qu'on ne consomme pas. La meilleure énergie, c'est celle qu'on évite. Et là, c'est tous les sujets de rénovation thermique sur lesquels on est très très engagé, et surtout sur les publics les plus défavorisés. Parce qu'on fait bien, c'est la rénovation de logements sociaux. Et on aura pratiquement terminé, je pense, d'ici 4 à 5 ans, la rénovation de tous les parcs de HLM, de logements sociaux. Alors c'est important, les gens ne se rendent pas compte peut-être dans cette salle, mais c'est 5,5 millions de logements. Donc là aussi, c'est un logement sur 7 de gens qui n'ont pas les moyens de faire leur propre rénovation ou de s'acheter des panneaux photovoltaïques ou de faire des pompes à chaleur. Et après, la dernière recommandation que je fais, c'est qu'il faut vraiment être très pragmatique, très concret dans les approches. C'est ce que nous permet le sujet de la Banque des Territoires. On a beaucoup parlé de véhicules électriques. Et David disait, voilà, BYD, c'est véhicule électrique. Bon, quand vous avez un pavillon chez vous, vous achetez votre véhicule électrique, c'est pas compliqué de le brancher dans votre garage. Quand vous êtes dans une copropriété, et il y a beaucoup de Français qui habitent dans une copropriété, et que vous allez voir votre assemblée de copropriétaires pour leur dire, voilà, je me suis acheté un véhicule électrique, merci à la copropriété de bien pouvoir payer le raccordement à Enedis. Généralement, les copropriétaires vous regardent un petit peu en disant, voilà, pourquoi je paierais? Donc on a mis en place une structure qui s'appelle Logivolt, qui travaille avec les syndics et les copropriétaires pour faire l'avance de frais, que ça ne coûte rien à l'assemblée des copropriétaires, que ça ne coupe rien, et au fur et à mesure que les gens vont se raccorder, on va se le refaire. Là, c'est le capital patient, c'est l'alliance du capital très patient et de solutions très pragmatiques, très opérationnelles pour résoudre les problèmes de gens qui vont se poser dans cette révolution énergétique. Anne Lauvergeon, les territoires, justement, en rebond de ce que vient de dire Olivier Sichel. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, un foisonnement. Peut-être qu'il y a une sorte aussi de réflexe ou de conséquence aussi de ce qui s'est produit en Ukraine, où les Français se disent, aujourd'hui, on a intérêt peut-être d'être beaucoup plus souverain de notre énergie en démultipliant les maires des initiatives locales. Il y a beaucoup ici d'installateurs, de solutions qui seront présentées durant ces 3 jours. Votre regard, justement, disant, entre il y a ce qui se passe, ces rapports de force géopolitiques qui sont au-dessus de nous et qui ont des conséquences très fortes. Chaque jour, on le voit sur le baril de pétrole à la station-service. Et en même temps, cette capacité d'agir au plus près. C'est quoi votre regard, justement, de ce qui se réalise, qui se produit dans les territoires en France ? D'abord, je voudrais dire à quel point je suis d'accord. Ce qui est normalement dans un débat, on devrait s'affronter et dire ah bah non, mais vous dites n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord sur tout ce qui a été dit, c'est-à-dire l'inclusion, la nécessité de l'acceptation. On ne peut plus imposer. On n'est plus à l'époque en 1973. Pierre Messmer monte. On va faire du nucléaire. Oui, applaudissements, terminé. Ça, c'est aujourd'hui, tout est à discuter, tout est à faire comprendre, et c'est complexe. Alors, je crois que les Français, à travers la crise énergétique qu'on a connue, et d'ailleurs de manière plus large les Européens, mais beaucoup les Français, que d'abord l'énergie, ça n'était pas facile, que c'était un sujet complexe. Ils ont vu leurs factures s'envoler, et durablement, puisque en fait on a poussé beaucoup de gens aussi, des artisans, des petits entrepreneurs, des entreprises, à contractualiser sur le moyen terme pour se protéger. Or, ils ont contractualisé à des prix extrêmement élevés. Donc, vous avez des gens qui sont... Le paradoxe aujourd'hui, c'est que beaucoup des contrats sont au-dessus du prix spot. Donc, une insatisfaction durable. On n'est pas du tout sorti de la crise, en fait. On est encore dedans. On est dans une crise... Alors, aujourd'hui, je dirais qu'on fait feu de tout bois, sans mauvais jeu de mots, on y revient. C'est-à-dire qu'on va faire de l'énergie de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, bien évidemment, vous avez les grands producteurs d'énergie avec un modèle centralisé.
Et puis, vous avez un développement tous azimuts. Alors, comment, d'ailleurs, en profitant de la révolution écologique, comment on utilise les déchets, comment on peut effectivement parvenir à optimiser le recyclage, etc., etc. Moi, je crois qu'on est en face de sujets qui vont être très complexes à gérer. Je m'explique. Vous avez des systèmes centralisés qui fonctionnent sur du nucléaire, qui fonctionnent sur du gaz, qui fonctionnent sur du charbon, qui fonctionnent sur n'importe quoi d'autre. Quand ils sont centralisés, eh bien, ils sont rentables quand ils fonctionnent tout le temps, ou presque tout le temps. Et puis, vous avez de plus en plus une demande d'autonomisation et puis une réalisation de l'autonomisation, c'est-à-dire que chacun va vouloir avoir, si c'est possible, sa propre source d'électricité. Alors, en général, c'est du renouvelable, en général, c'est intermittent. Alors, on a des moyens de stockage qui sont très limités. Aujourd'hui, depuis Edison, on ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité de manière économique. Ça, on ne sait pas faire. Il y a des barrages, il y a des batteries, mais tout ça est très limité. Moi, ce que je pense, c'est que le pouvoir est en train de changer de main. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir une entreprise, une collectivité locale, alors c'est au niveau régional, c'est au niveau départemental, c'est au niveau très local, qui va dire, moi, je vais investir dans du photovoltaïque, par exemple, pour pouvoir, au moins une partie du temps, avoir une électricité moins chère que mon contrat avec tel ou tel électricien. Et ça va nous mener à quoi ? Ça va nous mener au fait que les électriciens nationaux ou internationaux seront là quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, mais ils seront là de moins en moins souvent, d'une certaine façon. Donc, ils seront de moins en moins rentables. Donc, ils seront de moins en moins à même de développer de nouvelles capacités. Vous avez RTE qui vient d'annoncer, je crois, ce matin, un énorme investissement d'ici 2040 pour le réseau. Mais de plus en plus, on va avoir des réseaux locaux. Est-ce que RTE, autant d'électricité, va passer dans le réseau national ? Point d'interrogation. J'ai investi dans une entreprise qui fait quelque chose que jusqu'à présent, comme quoi en France on est quand même très très bon, un software très sophistiqué qui permet de faire quoi ? Qui permet pour une collectivité locale, pour une entreprise, c'est pas pour un particulier à ce stade, de dire, voilà, j'ai installé mon champ photovoltaïque, est-ce que j'ai intérêt à utiliser l'électricité produite ? Est-ce que j'ai intérêt à la stocker ? Est-ce que j'ai intérêt à la revendre ? Ou est-ce que j'ai intérêt à acheter du courant électrique sur le réseau national ? Pour la première fois, ça fait que le producteur local devient le maître de son destin et non plus une sorte de... Donc ça, ce mouvement d'autonomie... Le pouvoir est en train de changer, c'est ce que vous dites. Pardon ? Le pouvoir est en train de changer. Oui, mais en affaiblissant les pouvoirs organisés, je dirais, on s'affaiblit aussi collectivement, parce que le jour où il n'y a pas... on aura des gros problèmes. Donc, on est devant, je pense, des situations qui vont être extrêmement complexes, dans lesquelles je crois que le politique est aujourd'hui absolument pas ni au fait, ni en compréhension, ni en anticipation. Moi, j'ai vraiment compris ce sujet-là, vous allez me dire, ça fait en 2013... J'étais dans le comité de pilotage du débat sur la transition énergétique. On a fait des tas de débats avec des tas de gens. Et j'ai compris que tout le monde, toutes les régions, les départements, les collectivités, les entreprises, avaient tout en tête, en fait, de dire « moi, je veux être plus autonome, mais en même temps, je compte bien sur un système qui, quand je ne suis pas autonome, va pourvoir. » Or ça va être très, très, très compliqué à faire. David Jazz, vous souhaitiez rebondir sur ce que dit Anne Lauvergeon. Je pense que vous dites quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que la France a une tradition d'équipement par les réseaux très puissante. L'adduction, l'électricité. Encore récemment, cette prouesse qui a été le très haut débit, et Olivier en sait quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très bien, très vite, parce qu'on a des ingénieurs, on a des cartes, on maîtrise les choses. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que les solutions décentralisées, techniques et sociales, sont de plus en plus la norme dans cette nouvelle révolution écologique. Mais on n'a que 30 ans pour arriver à la neutralité carbone. Et si on compte simplement sur l'addition des initiatives locales et des innovations, on n'y arrivera pas. Donc il faut trouver une méthode, un juste milieu,
Et c'est là que des institutions comme la Banque des territoires sont absolument cruciales, parce qu'il faut qu'en fait qu'on arrive à prendre ce qui se fait de mieux sur le terrain, mais à les débugger, à les porter à l'échelle, à les porter à la maturité grâce à des ingénieries juridiques ou financières qui le permettent. Moi, je rencontre toute la journée des acteurs du private equity, par exemple, qui disent on a des milliards à dépenser pour l'agriculture régénérative. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de projet à l'échelle. Et pourquoi on ne trouve pas de projet à l'échelle? Parce que les marchés de crédit carbone, les marchés de crédit biodiversité ne sont pas suffisamment structurés. Donc on a besoin de cette structuration financière et juridique qui permet à des initiatives locales de passer à l'échelle, sinon on ne tiendra pas les délais de la transition. Mais passer à l'échelle, la physique a quand même quelques réticences. Hein. C'est-à-dire que l'électricité, c'est quand même le vecteur incontournable. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est l'électricité qui a gagné. Bon. L'électricité a des caractéristiques qui ne vont pas changer parce qu'on dit que c'est une révolution énergétique. Hein. L'électricité, c'est l'électricité, ça se stocke difficilement. On va avoir un énorme problème entre la vision château d'eau nationale qui pourvoit en cas d'eux, et puis toutes les petites pompes de tous les côtés. L'électricité, c'est pas de l'eau, c'est pas du pétrole, c'est autre chose. Et alors, bien évidemment, on peut faire des innovations extraordinaires du genre, ça y est, on sait stocker de l'électricité en grande quantité pour pas cher du tout. Alors là, on change tout. Là, c'est merveilleux, on fait toutes les révolutions énergétiques très facilement. Mais force est de constater que depuis 120 ans, on rame. On ira voir tout à l'heure. Je suis persuadé qu'il y a plein d'acteurs du stockage d'énergie dans cette salle. Allez, on va vraiment, on doit rendre l'antenne dans quelques secondes. Elisabeth Moreno. Peut-être justement quelques secondes pour finir sur une note positive. Un bon entrepreneur, je pense que derrière chaque défi, il y a des opportunités. Si l'Europe a construit son énergie sur des solutions plutôt centralisées, centrales nucléaires, centrales à charbon, etc., ce que je vois aujourd'hui sur le continent africain, c'est qu'on recherche, et on le voit aussi, vous le disiez tout à l'heure Olivier, on cherche des solutions plus localisées. Le continent africain, c'est 54 pays. S'ils ne cherchent pas des solutions localisées, ils ne peuvent pas y arriver. Et les solutions localisées sont souvent trouvées par les entrepreneurs. Donc si on met l'argent au bon endroit pour appuyer les bons investissements qui vont accompagner cette transition, ça devrait bien se passer. Merci, ça sera sur ce mot de la fin, sous vos applaudissements. Alors, deux recommandations de lecture, donc aux éditions, à la réédition La Révolution obligée de David Jayes avec Xavier Desjardins. Et puis si vous voulez retrouver le meilleur de ce débat et tout ce qu'il y a sur la rénovation, l'innovation énergétique, La Tribune dimanche, chez votre marchand de journaux, dès dimanche matin. Merci à nos 4 invités, merci Olivier Sichel, merci à Anne Louvergeon, merci Elisabeth Moreno, merci David Jayes. Excellente matinée.